Donc nous avons une introduction très utile de tout le monde. Nous avons vu comment les différents sites créent des moyens pour discuter, pour créer du lien avec les populations locales. Nous avons entendu parler du zoning, donc voir comment les gens peuvent avoir accès au lac, quels sont les endroits où les publics peuvent avoir accès et comment déterminer les lieux. Comment faire venir les gens, comment s'assurer qu'ils vont pouvoir avoir suffisamment d'accès pour venir sur place, amuser, découvrir quelque chose, comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le met en place. Est-ce qu'on fait ça dans les zones humides? Est-ce que les gens y vont avec leurs bottes, mettre les pieds dedans? Ou est-ce qu'on contrôle un peu plus? Maintenant aussi sur les financements à long terme pour ce type de projet. Brigitta parlait du financement européen qui était excellent pour financer des projets capitaux, des lancements de projets, mais après comment est-ce qu'on finance les activités? C'est plus difficile. Est-ce qu'on fait de l'argent avec le tourisme qui va permettre de payer ses charges, payer ses employés? Ou est-ce qu'on demande aux autorités locales de payer ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on maintient un accès gratuit pour que les touristes puissent venir sur place? L'autre question est aussi comment est-ce qu'on rend notre site accessible? Comment est-ce que les gens en entendent parler? Bien souvent, les sites des zones humides sont cachés, les gens ne viennent pas les voir, ils ne viennent pas. Comment est-ce qu'on va à l'encontre de cette tendance? Comment est-ce qu'on fait venir les gens? Comment est-ce qu'on parvient à les influencer? Il y a beaucoup de discussions qui ont eu lieu ce matin autour de la qualité de l'eau, donc la quantité de nutriments, les pesticides, tous les intrants. Je pense que c'est quelque chose qui a été mentionné ce matin sur le manque de probabilité pour que les agriculteurs changent les quantités de fertilisants qu'ils vont mettre sur leur terre. Comment est-ce qu'on parvient à travailler avec les différents acteurs? Au Royaume-Uni, nous avons vu des projets très fructueux où nous avons des agriculteurs qui sont ouverts à de nouvelles suggestions et qui comprennent la problématique, les enjeux des zones humides et leur préservation et qui vont ensuite travailler avec d'autres agriculteurs. Bien souvent, les agriculteurs ne veulent pas qu'un protecteur de l'environnement vienne leur parler des oiseaux, vienne leur dire pourquoi la qualité de l'eau doit être améliorée dans les lacs. Mais par contre, si c'est un autre agriculteur qui vient les voir, qui vient leur dire tu peux économiser de l'argent, tu peux mettre tes engrais à un tel moment de l'année, il n'y aura pas de perte, et ça va t'aider à gérer tes terres au mieux et ça sera plus logique. Donc, la façon de comment on touche les gens, comment est-ce qu'on communique à l'extérieur des sites, ça c'est important. Au Royaume-Uni, nous avons regretté, nous savons, nous pouvons toucher les personnes qui viennent visiter nos centres, mais comment est-ce qu'on va toucher les gens qui ne viennent jamais dans les centres? Il y a une personne ici qui a cherché à communiquer avec la population urbaine, la population des villes environnantes. Comme on l'a dit, les populations urbaines vont dans la nature pensent à la nature quand il s'agit de trouver à manger, mais ils n'y réfléchissent pas, ils ne se posent pas la question. Au Royaume-Uni, les gens qui vont dans les supermarchés acheter à manger n'ont aucune idée d'où viennent ces aliments, n'ont aucune idée de la production de ces aliments. Donc comment est-ce qu'on leur parle de l'impact de ces citadins? Comment est-ce qu'on peut parler du drainage urbain? Comment mettre en place des systèmes d'évacuation urbaine? Et comment réussir à travailler avec nos partenaires pour créer des paysages dans les zones urbaines qui permettent de stocker l'eau, d'économiser l'eau et qui permettent de réduire la probabilité d'inondation plus loin dans le système? Donc beaucoup de questions, beaucoup de thèmes sont mentionnés. Alors peut-être une première question à vous tous pour que la discussion puisse commencer. Comment pouvez-vous imaginer que nous puissions toucher les gens qui ne viennent pas dans nos centres de zones humides ou sur nos sites? Qui voudrait commencer avec la solution magique, peut-être pour attirer tout le monde? Si j'ai cette solution et quand je rentre chez moi, mon patron sera ravi. Merci. Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Oui, alors comment est-ce que nous pouvons toucher les gens qui ne viennent pas dans nos centres, qui ne viennent pas visiter les zones humides? Ah oui, c'est une bonne question, en effet. Peut-être que nous pourrions le faire
Enfin, voilà ce qu'on fait en Pologne. On essaye de prendre l'argent de financements régionaux, de plans de protection départementaux pour faire des sites internet. Parce que beaucoup de personnes utilisent internet et c'est pas un problème pour eux. Donc ça pourrait être une idée. Peut-être qu'on peut essayer de cette manière-là. Oui, tout à fait. Je pense qu'avoir une présence sur internet est extrêmement importante pour réussir à communiquer les bons messages sur les sites internet, voir comment ces messages peuvent être utiles. Pour les activités, nous avons une liste de distribution par exemple, donc une liste, une mailing list qui permet de toucher les personnes. Donc les gens qui viennent sur notre site laissent leur adresse mail, ils peuvent s'inscrire et lorsque l'on organise une activité, on envoie un mail à l'ensemble des personnes qui sont inscrites. Et en général, en 2-3 jours, on a l'activité qui est complète. On ne peut plus accepter d'autres personnes. On a des gens qui nous appellent pour réserver et on leur dit désolé, c'est complet parce que ça marche. On sait que c'est une super activité pour les locaux et on doit l'organiser encore et encore, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, parce que ce sont des activités qui intéressent les locaux. Donc on organise ces activités et on les invite. Est-ce que les locaux payent pour venir à ces activités? Ça dépend. Ça dépend. Si l'activité que nous avons développée est gratuite, c'est possible. Mais si on travaille avec une entreprise locale, par exemple une sortie en bateau ou la location de vélo pour faire une promenade en vélo, dans ce cas-là, on doit les payer. Ils ne nous donnent pas l'argent à nous, mais ils payent le prestataire qui fournit le bateau, les vélos, etc. C'est également une possibilité pour les autres partenaires locaux de gagner de l'argent et d'ajouter de la valeur à leurs activités. Donc, l'écotourisme, c'est également une bonne manière de montrer que les zones humides sont essentielles au bon fonctionnement des gens, à la vie des gens. Dans la zone de Kish-Balaton, nous distribuons des brochures, des prospectus aux municipalités. Parce que si quelqu'un vient visiter une région, c'est possible que cette personne ne connaisse rien sur la sous-région du Kish-Balaton, mais en voyant un prospectus, ils vont peut-être se dire ça a l'air bien, on sera dans le coin, on va y aller. Donc je pense que c'est quelque chose qui fonctionne de mon côté, mais d'autre part, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui viennent de partout dans le monde. À Kish-Balaton, nous avons une carte de la Hongrie et une carte du monde. Et on peut ajouter une épingle pour indiquer d'où on vient. Et on a des gens de partout. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a cette manière de communiquer. On utilise également un site internet. On peut indiquer les attractions, les activités qu'on organise. Les visiteurs du site internet viennent nous voir après. Donc, je pense que s'il y a des personnes qui visitent la région, des touristes, ils entendent parler du Kish-Balaton et ils peuvent venir pour la journée. Ils ont des activités pour toute la journée. Et donc, je pense que pour les familles, pour les étudiants, les écoliers, ils peuvent obtenir des informations sur le site internet et voilà, comme ça ils peuvent avoir plus d'informations. Donc c'est la manière dont nous communiquons le mieux. Ouais, travailler avec les entreprises touristiques, avec les offices du tourisme, ça marche très bien. Donc on peut peut-être avoir des personnes qui ne seraient pas venues autrement, mais qui voient une information et cherchent quelque chose à faire pendant leurs vacances et puis voient l'information. Mes collègues ont peut-être quelque chose à dire, mais je pense que les personnes qui viennent ici savent déjà que ça existe. Ils sont déjà sensibilisés. C'est pour ça qu'ils viennent. Ils aiment la nature, ils veulent en apprendre un peu plus, ils aiment les oiseaux. Ils ont un centre d'intérêt, disons. Nous devons également faire des pièges pour essayer de capturer d'autres personnes. Par exemple, des événements
des soirées, les soirées avec le vin par exemple. Ça c'est un bon piège. Le vin c'est un très bon piège pour attirer les gens, pour les sensibiliser évidemment. Parce que en organisant des concerts, des activités comme ça, des activités un petit peu différentes, il n'y a pas toujours l'aspect environnemental, en se disant c'est la fin du monde, les zones humides sont en train de disparaître, c'est terrible. Mais parfois on peut en faire passer un message via une autre activité, quelque chose de différent. Pas toujours avec un couloir écologique, non, se dire il y a d'autres manières de faire passer le message. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Audrey. La manière dont nous pouvons attraper les gens, les faire venir dans nos zones humides, ne doit être autrement qu'écologique. Et une fois qu'ils sont là, alors on peut commencer à leur instiller des petites informations, les sensibiliser un petit peu avec quelques petits mots, quelques phrases, pour les sensibiliser et pour les intéresser à la problématique des zones humides, et ils reviennent. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec vous. On dit souvent ça dans les réunions. Oui, en fait, je sais qu'on le dit souvent. On est tout le temps d'accord avec tout le monde dans les conférences, mais là, c'est vraiment le cas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, un site internet, des brochures, des mailing lists, c'est tout ça des choses qui fonctionnent. Il y a une autre chose, si je peux me permettre, pour les plus jeunes, et c'est très important. Donc, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui marche. Ils sont importants. J'ai cette impression que ça fonctionne. Donc les réseaux sociaux. Pour les écoles, en Italie, nous essayons d'avoir des mailing lists qui fonctionnent pour les écoles. Donc on a une liste de toutes les écoles. On envoie des mails à certains moments et le même concept est utilisé pour chaque saison. Donc, par exemple, nous essayons d'avoir des sortes de newsletters avec des informations saisonnières, avec des informations sur des activités. Par exemple, nous avons des liens avec des associations de cyclotouristes, par exemple, et eux vont recevoir une mailing list sur les activités. Et on vise dans tous les cas le slow tourisme. Et on essaie de travailler dans ce sens-là. C'est valable pour les groupes et pour les aspects, les parties de notre parc qui sont protégées. Il y a un autre point important. Si on peut, nous devrions essayer également d'être autonomes. Par exemple, si on a une famille, vous pourriez organiser une visite avec votre famille ou aller vous promener dans le lac. Donc ça, c'est encore plus important. Il faut travailler sur l'accessibilité. Et je pense qu'il faudrait que nous soyons plus accessibles. Et en Italie, ça nous manque. Ça nous manque. On n'est pas très, très accessible dans ce sens-là. Nous devrions souligner cet aspect-là et ça devrait être un levier pour améliorer la situation à ce niveau-là. Très bien, merci Giacomo. Des questions du public maintenant pour notre panel d'experts. Je me demande s'il y a déjà des choses qui viennent de chez vous. Est-ce que vous êtes en recherche, vous cherchez de nouvelles idées, des idées que vous pourriez avoir auprès des partenaires qui sont présents? Est-ce que vous avez des commentaires à faire, des observations? Puisque là, en face de vous, vous avez des personnes qui savent comment motiver les partenaires, motiver les gens. J'avais une question un peu plus pour le lac. I had a question for the Miedvi lake. I had a question. Donc c'était une question sur la formation agricole. I had a question about technical training. These training are for future farmers or for farmers who already work and want to change the way they work. And in all these
speeches, we've seen that if we can manage to train the future farmers or to have the current farmers to work another way, we could improve the quality of water. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant comme piste et très important. Mais dans ma région, nous avons Bașcovița, le centre Bașcovița pour des soutiens aux agriculteurs. Ils essayent de leur montrer combien il est important d'adopter des méthodes correctes, d'éviter de mettre trop de produits azotés dans leurs champs et dans leur activité. Nous avons changé le droit local. Il y a des zones de protection spéciale qui sont des bassins versants de la zone et qui obligent les paysans depuis octobre à avril chaque année de ne pas utiliser certains produits. Nous sommes en contact avec les agriculteurs, mais ils ne veulent pas toujours coopérer parce que c'est une question d'argent, donc il y a conflit potentiel, conflit d'intérêts. Pour les jeunes agriculteurs, ils pensent un peu différemment. Ils sont jeunes, ils veulent apporter du changement, mais parfois ils peuvent être captés par les agriculteurs plus anciens. Nous essayons d'organiser des réunions, leur parler, leur expliquer, leur donner des brochures, leur expliquer ce qui va se passer s'ils poursuivent les vieilles méthodes agricoles. Il y a parfois également des personnes qui viennent, qui ont des activités agricoles, mais qui ne sont pas polonaises, donc qui se sentent moins concernées. Alors, moi, j'ai travaillé dans une école d'ingénieurs agricoles et tout dépend. Parfois, les étudiants sont tout à fait conscients sur le plan politique et écologique, et parfois ils ne sont pas conscients. Donc, les nouveaux programmes, le programme est un programme qui présente une agriculture écologiquement intensive, ce qui est un non-sens en soi, un paradoxe. Donc, tout dépend du programme d'enseignement, en fait. Et Fernando, pour les paysans travaillant les rizières, oui, c'est à peu près la même situation. C'est-à-dire qu'ils veulent penser mieux. Donc, ils utilisent les pesticides qui sont autorisés. Et par contre, les paysans les plus anciens s'en tiennent aux vieilles méthodes et ne respectent pas toujours la loi. Il y a donc des conflits entre la jeune génération et les générations antérieures. Néanmoins, quand ils parviennent à comprendre, ils essayent d'avoir une approche plus écologique et plus biologique, des cultures. Ils essayent d'appliquer des pratiques environnementales. Ils comprennent qu'il faut changer de méthode et ils font de leur mieux pour conserver les terres humides. Moi, je voudrais simplement ajouter ce qui suit. Tout d'abord, on parle de stratégie pour utiliser. La stratégie à utiliser dans nos centres et l'approche que nous avons envers les chasseurs dans la mise en œuvre
en partie est d'avoir une approche bilatérale et nous avons obtenu certains résultats. Néanmoins, dans notre situation, la même stratégie a été élargie également au monde de la pêche et de l'agriculture. Nous avons essayé de proposer une collaboration et parfois de donner gratuitement les moyens aux organisations locales qui gèrent les fonds européens consacrés aux activités de la pêche. On parle ici du RASAR et du FEP. Donc, nos professionnels ont vu leur collaboration avec ces institutions qui gèrent l'argent faciliter. Donc, ainsi, nous avons une bonne approche. Dans notre cas, il s'agit des activités de pêche et agricole. Nous essayons de nourrir le dialogue avec les pêcheurs, avec les paysans, notamment pour ces derniers en ce qui concerne l'utilisation de fertilisants et souvent et dans le cadre de la stratégie concernant l'Italie 2013-2020. Pour l'agriculteur, la plupart des fonds sont consacrés à l'agriculture bio. Donc, nous essayons de faire en sorte que les jeunes générations de pêcheurs et de paysans adoptent de nouvelles approches. Et d'une manière générale, il s'agit aussi d'une transmission intergénérationnelle pour améliorer les pratiques des jeunes agriculteurs et qui peuvent aussi faire remonter cette information vers les générations antérieures. C'est une bonne approche, je pense, et je crois qu'il faudrait continuer sur cette piste parce que cela nous permet d'éviter toute situation conflictuelle. Parce que si une telle situation apparaît, alors vous n'aurez jamais de résultats. Il faudra sûrement attendre 50 ans pour améliorer la situation. Donc effectivement, si vous arrivez à une situation agressive, conflictuelle, alors vous ne trouverez pas de solution. Il était intéressant d'entendre ces commentaires sur la disparition des fermes extensives traditionnelles. C'est effectivement un changement de pratique qui permettra d'amoindrir l'impact sur l'environnement. Très bien. Donc, y a-t-il d'autres questions ou commentaires de la part du public? C'est une interrogation par rapport à une approche qui n'a pas été It's a question about something that hasn't been developed much. There's a dialogue between the scientific world and the monitoring of lakes. But I was wondering about the socio-economic assessment of the services rendered by this area, and I would like to know if you also speak with sociologists and researchers who have also their opinion about these scientific services. Question intéressante. Qui souhaite prendre la parole? Sorry, we have a problem with the translation. Okay. Désolé, il y a eu un problème avec la traduction italienne. Technical problem. Oui, je vais reformuler la question en plus court et en plus simple. Il y a des échanges dans le domaine scientifique. So there are exchanges, dialogues in the scientific world about the lake systems, and I would like to know if, in the framework of social sciences, you also speak about this issue, and you
and people understand the service rendered by ecosystems from the social approach. I'll give an answer. Yes, we use different disciplines, and not only hard sciences, also soft sciences, like history and geography, ethnology, social dimension in socio-cultural activities such as angling, hunting, and all that is related with agriculture. We need to know the opinion of experts in ethnology and sociology. And here we organize socio-cultural exhibition, asking for ethnologists to come and comment them. Today, when we speak about the evolution of the urban landscape, the social dimension, the human one, is of course integrated in both in order to raise awareness about ecosystems. Je suis d'accord qu'il y a également beaucoup de travaux qui ont été menés sur la psychologie humaine et sur les travaux environnementaux. Donc l'idée, c'est de ne jamais punir les gens parce qu'ils agissent mal. Il faut leur expliquer ce qui est mal dans leur action et ce qu'ils peuvent améliorer, leur montrer qu'ils peuvent agir différemment, et cela leur permettra alors de se considérer comme des alliés et non pas comme des ennemis de votre démarche. Au niveau de la sociologie, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a toujours effectivement beaucoup de chemin encore à parcourir pour que les sciences dures et les sciences molles puissent travailler main dans la main. Chez nous, il y a beaucoup de travail qui est mené au niveau ethnologique et sociologique. Nous sommes en train de développer ces actions. Et en novembre 2016, donc la pêche et la navigation sur le lac s'inscrira dans les projets culturels de la région valencienne. Et cela impliquera bien sûr des études sociologiques et ethnologiques qui iront au-delà de nos simples actions. I would like to go back quickly to the association of both technical cycles, the small urban water cycle and the great rural, the great water cycle. In Nantes, I used to work in the Conseil Général as a civil servant and the water agency, and we supported financially the Neptune programs, hundreds of millions of euros, 5-year programs, and then we had the support of urban services organized by sector, water sector, sanitation sector, and for each service we allocated funds, and there we went. With time, we each time more were faced with people telling us that we couldn't go on working like that, and they wanted multi-sectorial, multi-sector programs in order to mutualize technical urban cycle and natural cycles. So I don't know how it works at your places, but Nantes is one of the
rare cities where there is no water service, no sanitation service, but one and only the technical directorate of urban cycles. So we've understood that we should give up silos and work all together. The last evolution was the provision of drinkable water with a 7-day stock. So in case of industrial catastrophe, it wasn't enough. So we signed a deal with a small catchment area close to Nantes, where there were volumes of water with a big wetland extension surrounded by intensive agriculture. So we made an agreement between people from Nantes, the Nantes administration, and the farmers. So we had to negotiate with the farmers around the best organic practices, as my Italian friend said, where there is a guarantee about public purchases in schools, hospitals, and in agriculture practice that was organic. So this convergence, at the end of the day, is interesting between the rural lakes and people from the city, because the only real financial supports are around the small water cycle linked with water services and sanitation services. So if you want money, you've got to enter these small cycles. So I think they will try and work with you, so you have also to make a step towards them. It's an approach I really like and I really support, and I think it's the future. Très bien, y a-t-il des commentaires? Donc cette indépendance entre les habitants urbains et les habitants ruraux, y a-t-il des commentaires qui vous viennent à l'esprit? Non, mais en tout cas, effectivement, c'est un commentaire intéressant. Yes, we spoke a lot about how to attract people to our discovery centers, because there is a harsh economic reality we're faced with. But I think we haven't spoken a lot this afternoon about the environmental education, in particular with youngsters. We've seen some figures, but what is the situation in your areas about sustainable education to environment? And I don't mean a one-time visit to your house, which is quite enjoyable when you're a student, but that is not really sustainable. So what about real environmental education projects where you work with youngsters? Because my feeling today is that when there's a crisis, one goes back to the basics, and this environmental education is not really supported. So what is happening at your places? What do you do with schools, and particularly with very young students? Très bonne question. Comment peut-on rendre efficace la visite d'étudiants ou d'écoliers dans vos centres? Oui, nous avons fait partie d'un programme avant la crise avec les plus jeunes, donc les plus jeunes qui étaient en primaire et en secondaire. Nous collaborions avec les professeurs, nous allions travailler dans les écoles et les jeunes venaient dans notre centre. Malheureusement, depuis 2012, nous avons dû laisser de côté ce projet parce qu'il n'y avait pas assez de personnes
pour développer le programme. Mais je suis d'accord avec vous, c'est dommage. Donc pour l'instant, nous pouvons encore travailler avec les écoles locales qui sont proches du parc naturel. Nous souhaiterions reprendre ces activités, mais nous ne savons pas quand nous en aurons les moyens. Moi, je pense qu'une structure comme la nôtre peut représenter mes activités sont répétées chaque année à l'école et chaque année nous mettons en œuvre des activités. L'année dernière, par exemple, on a fait une expérience. Nous avons travaillé avec des enfants très jeunes. En Italie, on parle d'enfants de 5 ans, donc, et à travers le théâtre. Mais nous ne faisons pas du théâtre dans une salle comme celle-ci ou dans un vrai théâtre. On a joué au théâtre près d'un lac, près de la mer, dans les champs, à l'extérieur. Et les résultats ont été très, très positifs. Donc cela serait peut-être une solution également. Oui, très bien. Il s'agit de trouver des manières. Donc il s'agit de voir comment marquer les esprits de ces enfants après la visite, après 6 mois, après 1 an, d'essayer d'évaluer l'impact, de voir s'ils ont changé d'attitude, etc. Est-ce que nous avons d'autres questions? Just a comment linked with what has been said about raising awareness among the youngsters. In France, there are interesting initiatives that have been taken by research labs about ecological issues in different parts of France. So here, I don't know where it is, but several regions have such structures that can carry through messages in order to raise awareness among pupils, but also among teachers. Oui, c'est très bien. Donc, lorsqu'il y a ces centres scientifiques, c'est très intéressant et effectivement, former les professeurs est au moins aussi important que former les étudiants. As a matter of fact, I want to go on with what you've said. There are participative science trainings, so we offer easy protocols in order to measure suspended matters in rivers and how to ensure the monitoring of a given situation. So it's good for us, and they can understand what is at stake when they sample. Another thing that is being developed are promotional movies that we put on the internet. For instance, the French Theatre Association of Ethology. I think it's a 17-minute movie explaining. Immunology. So in this short movie, they explain why it is important to protect the environment. It doesn't cost a lot, and it can be easily disseminated through the internet. Très intéressant. C'est exactement cette notion de science citoyenne, effectivement.
Il s'agit d'impliquer les habitants locaux pour qu'ils comprennent et qu'ils se saisissent de ces approches et les fassent leurs. One more comment, yes, if you allow me. What Alexandrine said is interesting. We do each time more in France regarding participative science, citizen science, and we try and develop communication tools through the internet. I think of some schools in Rennes. Some universities that want doctors to explain their thesis in 3 minutes, for instance. So it's always interesting for people who discover what is being done in scientific research. And I'm speaking in the name of La Maison du Lac de Grandlieu. We try and help each other and not to be an obstacle for scientists and managers. We want to work hand in hand with them in order to improve the situation of the reserve and in order for the reserve to serve educating to environment. So we will organize a program on insects, and that will help Jean-Marc in his approach and in his managing action. So these are little projects. So to follow up what you've said, Sandrine, we will collect data, we will work with the general public. We will also be supported by an intern, and all the data will be collected and used afterwards. Merci beaucoup, Olivier. So my question is for you, Chris. What is happening in the United Kingdom? I've seen that in your centers you are implementing two interesting experiences. The first one is an exhibition of giant animals made of Lego pieces, and the second one that should be organized in February is a splash championship. So for people to jump in water, not deep water, and that's organized for children. Splash context. C'est intéressant, c'est une question intéressante. Moi, je suis biologiste de formation et je travaille beaucoup avec des conservatoires. Et donc, lorsque j'entends parler d'animaux mais en Lego et quelqu'un qui encourage les enfants à sauter dans des flaques, non. Mais en fait, ouais, ça marche. Ça fait venir les gens ici, ça les ramène dans les centres. Tout le monde aime les Lego. Le concours de splash, c'était super. Les enfants, ils sont trempés, mais ils adorent et ils apprennent des choses sur les zones humides en même temps. Donc c'est super. Pour nous, en tant que centre pour les zones humides, nous avons une position entre un parc d'attractions et un lieu de conservation, un conservatoire pour la nature. Donc dans mon centre, nous avons beaucoup de chance et nous savons vraiment comment faire venir les gens dans notre centre. Donc parfois je suis pas toujours d'accord d'avoir un signe en Lego ou une notarie en Lego, mais ça fait venir les gens et une fois qu'ils sont là, c'est super, on peut faire passer des messages. Je crois qu'il faut encore il faut s'assurer que les gens repartent avec une information pertinente, mais ça les fait venir dans le centre, ils ont des activités et ils ont le reste de la réserve qu'ils peuvent visiter. Donc ça leur génère des fonds, ça nous génère des fonds parce que les gens payent pour venir, donc je pense que l'un dans l'autre c'est une bonne chose, mais il faut s'assurer que c'est lié
de près avec un message propre au conservatoire et que c'est pas seulement une attraction touristique. Mais c'est une bonne question, oui. Je voulais juste savoir quel était le prix pour voir les Lego et pour sauter dans les flaques. Le prix d'entrée, pour moi, je sais que c'est une limite, les gens viendront pas forcément, mais pour un adulte, le prix est de 12 livres, donc pas autant qu'avant, mais donc 14 € à peu près. C'est un peu moins cher maintenant. En euros, c'est moins cher. Mais oui, c'est une limite pour certaines personnes. Mais c'est quand même moins cher que d'aller au zoo ou d'aller dans un autre parc d'attractions ou dans une autre attraction similaire. Donc oui, c'est cher pour entrer dans une réserve naturelle, mais vous aurez des activités, il y aura des restaurants, des boutiques, etc. Donc ça nous permet d'avoir un bon équilibre. On gagne de l'argent pour organiser nos activités. Et bon, parfois, on comprend que c'est difficile. Il y a des personnes qui ne viennent en bas parce que le coût est assez élevé malgré tout. Donc on peut avoir un tarif familial, vous pouvez être adhérent à l'association également, mais je suis d'accord, c'est cher. Mais ça aide à payer pour nos travaux du conservatoire. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Au niveau des sciences participatives, il y a aussi en France About participative science, there is in France the Museum of Natural History in France. They have applications, so apps. So for bird lovers, and thanks to that, the general public can have access to some apps on their phone, and they can get data that can be used by scientists. If they have simple protocols, it is also something that is being developed on weed, for instance, in the city. The city of Paris is quite involved in this project, and all the commitments with scientists and the general public raise awareness. We will never reach everyone, but maybe it could make a difference for visitors. It's true that the Natural History Museum goes that way, and they also carry out sociological studies to see the impact of these apps. It is a good example to broaden. Pardon, c'est un bon exemple pour élargir le spectre. J'étais à une réunion dernièrement, il parlait d'utiliser des applications sur le téléphone et il parlait de la gamification. C'est bon. Je ne savais pas ce que c'était la gamification, mais c'est transformer des choses en jeu. Donc si on voit un tel animal, on fait une photo et puis on gagne des points et ça encourage vraiment les plus jeunes à utiliser les technologies pour qu'ils soient véritablement intéressés dans la nature. Donc je sais que c'est un peu paradoxal d'un certain côté parce qu'on utilise les enfants à utiliser leur téléphone quand ils sont dans la nature, mais bon, de cette manière-là, ils ont quand même un lien avec la nature en utilisant leur téléphone et leurs applications. Donc on est plus ou moins à l'heure. Merci beaucoup au public.